Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Nous avons encore une histoire absolument folle à couvrir, l'incident de la forêt de Rendlesham. Si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, nous allons entrer dans les détails. Mais de nouveaux témoins viennent de se manifester à propos de cette affaire. Ils sont passés sur News Nation avec Ross Coulthart, donc nous allons couvrir cette interview. Mais en creusant l'histoire, j'ai découvert qu'il y a encore plus de folie à cela. Et alors que je rassemblais, vous savez, mes recherches, Ryan Sprague du podcast Somewhere in the Skies m'a contacté et il m'a fait savoir qu'il a un passé avec l'affaire de la forêt de Rendlesham et les nouvelles personnes qui ont parlé de cela. Donc, j'ai fait une interview avec Ryan de Somewhere in the Skies qui a pu honnêtement éclaircir beaucoup des lacunes dans cette histoire et ce qu'il a à dire. Vous ne l'avez entendu nulle part ailleurs et vous allez être surpris par cela. Alors, cette vidéo aujourd'hui inclura des extraits de l'interview de Ross Nation, de Ross Coulthart sur News Nation, avec ses nouveaux, entre guillemets, lanceurs d'alerte de Rendlesham Forest, qui se manifestent et mon interview avec Ryan Sprague. Donc, c'est une longue vidéo, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. D'accord, donc un peu de contexte à ce sujet. J'ai interviewé Nick Pope à propos de Rendlesham Forest au début de Vetted et je vais partager avec vous un petit extrait de notre interview parlant de Rendlesham Forest. Et sachez que c'est la toute première vidéo que j'ai faite pour Vetted, alors soyez un peu indulgents pour certains aspects du montage et tout ça. À l'époque, j'essayais certaines choses. Alors, voici un petit résumé rapide de ce qui s'est exactement passé à Rendlesham Forest, l'histoire officielle. Mais comme vous le verrez en plongeant dans cette vidéo, plus de personnes se sont manifestées. L'incident de la forêt de Rendlesham au Royaume-Uni, parfois appelé le Roswell britannique, bien que ce n'était pas un crash, c'était en fait un atterrissage. Mais c'est un cas formidable parce que vous avez tout dans cet incident unique qui rend un cas convaincant. Cela s'est déroulé sur 3 nuits consécutives. Cela a impliqué plusieurs témoins. La plupart d'entre eux étaient militaires. L'OVNI a été brièvement suivi par radar, le meilleur de tout. Il a laissé des traces physiques, des marques de brûlure sur le sol et des marques de brûlure sur les côtés de certains arbres. Cette forêt de Rendlesham se trouve entre 2 bases militaires des États-Unis au Royaume-Uni et le commandant adjoint de la base, qui était très sceptique quant aux observations des premières et deuxièmes nuits, il a lui-même vu cette chose la 3e nuit. Le dossier du ministère de la Défense à ce sujet a été déclassifié et publié. Donc ce ne sont pas juste des histoires, il y a une trace écrite que les gens peuvent suivre. Donc je pense que c'est le cas numéro 1. FlyingSaucery.com, je suppose qu'il pourrait y avoir des informations pertinentes là-bas. J'ai moi-même trouvé des choses sur des sites web d'OVNI. Je suppose que nous utilisons tous les mêmes sources. Bulgars. Examinons de plus près le cas de la forêt de Rendlesham que Nick a mentionné. Nous allons plonger plus profondément dans un extrait spécial d'une émission YouTube appelée The Basement Office. Elle est co-animée par Stephen Greenstreet et Nick Pope. Eh bien, c'est décembre 1980. Le personnel a vu ces lumières étranges dans la forêt, pensant qu'un avion s'était peut-être écrasé et brûlait. Alors ils sont sortis, bien sûr, pour enquêter et n'ont pas trouvé un avion écrasé, mais un ovni atterri. C'était John Burroughs et Jim Penniston qui, parmi les personnes qui sont allées enquêter, ont été les 2 qui se sont ensuite avancés pour approcher l'engin. Plus tard dans l'épisode de The Basement Office, ils ont interviewé Jim Penniston sur ce qu'il a vu. Voici un extrait de ce clip. À mesure que je m'approchais de l'engin, le tissu de l'engin avait cette couleur qui le traversait. Elle s'est finalement dissipée et arrêtée, et tout ce qui restait était un engin noir opaque, qui était brillant par nature, et je le décrirais comme ressemblant à du verre noir. Il était évident que ce n'était pas un appareil de l'armée de l'air américaine. Ceci est un véritable enregistrement audio déclassifié de l'incident OVNI de la forêt de Rendlesham pris par le lieutenant-colonel Charles Halt.
Stropol 05, nous voyons des étranges éclairs de lumière stroboscopique vers le... J'étais aveuglé, mais il y a définitivement quelque chose là, une sorte de phénomène. Ça se déplace rapidement. Il y en a un sur le côté droit. D'une manière de... Ils se dirigent tous les deux vers le nord. Oh, le voilà qui vient du sud. Et il vient vers nous maintenant. Nous observons ce qui semble être un faisceau descendant vers le sol. La première observation, à 3 heures du matin, le 26 décembre, lorsque l'aviateur a vu quelque chose apparemment descendre dans la forêt, a coïncidé avec l'apparition d'une boule de feu brillante au-dessus du sud de l'Angleterre. Et de telles boules de feu sont une source courante de rapports d'OVNI. Les marques supposées d'atterrissage ont été identifiées par la police et les forestiers comme des terriers de lapins. Aucune preuve n'a émergé pour confirmer que quelque chose est réellement descendu dans la forêt. D'accord, passons à mon interview avec Ryan du podcast Somewhere in the Skies. Et pendant l'interview, j'insérerai des extraits du podcast News Nation. Donc, vous savez, pour tout assembler. Alors maintenant, une chose rapide que je veux dire, c'est que Ryan organise un live stream sur sa chaîne pour montrer des images exclusives, d'accord, très rares, de Larry Warren à Peter Robbins, n'est-ce pas, qui ont écrit un livre ensemble à Rendlesham Forest en 1994. Je mettrai un lien ci-dessous. Veuillez aller voir ce live stream sur l'émission de Ryan pour obtenir plus d'informations à ce sujet si vous le souhaitez. Commençons. Très bien, par ailleurs, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le bouton « S'abonner ». J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. D'accord, Rendlesham Forest. Putain, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé Bedhead, j'ai interviewé Nick Pope. C'était ma toute première interview que j'ai jamais faite. Et littéralement, dans les 5 premières minutes de l'interview, le premier cas dont nous parlons est Rendlesham Forest. Donc, je reviens au tout début des origines de Bedhead et c'est plutôt cool. Je pensais tout savoir sur cette affaire. J'avais vraiment creusé à l'époque. C'était il y a quelques années. J'ai oublié certaines choses. Vous savez comment c'est si vous ne suivez pas un peu. Mais essentiellement, aidez-moi à comprendre si l'histoire est maintenant, ou peut-être que ça a toujours été comme ça et je ne le savais pas, que Rendlesham avait, vous savez, cet incident avec un engin. Et maintenant, c'est la première fois que j'entends qu'il y a eu un autre incident avec un engin différent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'histoire ici? Essentiellement. Une des choses qui m'a fait réagir, parce que je vais être honnête avec toi, Larry, j'ai lu des choses sur toi auparavant. Je ne t'ai jamais parlé directement et je dois admettre que j'ai accepté l'explication officielle que tu es un charlatan. Merci. Aucune offense pour vous. L'affirmation a été faite que tout cela était une fabrication, que cette affirmation d'un incident de vaisseau plus tard était juste vous seul faisant ces affirmations. Mais quand j'ai lu le livre de Heseltine et vu le film de Dion, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez Adrian Bustinza dans le livre de Heseltine qui soutient le fait que vous étiez dans la forêt cette nuit-là, à Cattle Green. Maintenant, comme vous et moi, et je pense la plupart des chercheurs sur les ovnis, nous avons toujours supposé qu'il s'agissait d'un événement unique lors d'une nuit unique. Or, sachez qu'il y a eu 3 nuits consécutives d'activités qui se sont produites pendant cet événement, avec divers témoins chaque nuit, différents témoignages. Vous savez, comme vous savez, cela peut être très difficile lorsque vous traitez avec les témoignages de différentes personnes et essayez de trianguler cela en un cas cohérent. Et c'est ce que Rendlesham a toujours été, un cas très déroutant, chronologiquement parlant. Avec toutes les différentes personnes impliquées. Mais maintenant, nous entendons l'un des témoins présumés, Larry Warren, qui a dit qu'il était impliqué la 3e nuit des événements. Maintenant, disant que ce qu'il a vécu cette nuit-là, ce qu'il a vu cette nuit-là, et ce qui a été la partie la plus contestée de toute cette affaire, c'est que c'était un engin complètement différent. D'accord, Larry, je vais te calmer, mon ami. Oui, tu dois arrêter de te plaindre d'être attaqué. Et Mon ex-femme. Oui, je veux que tu répondes à la putain de question.
D'accord? Donc, je veux un témoignage clair qui me donne une description de ce que tu as vu. C'est vraiment important parce que ce que tu décris est vraiment important. C'était une observation d'engins et d'entités complètement distinctes. C'était complètement séparé. D'accord, pardonnez-moi, mais j'adore, et je parlerai à quiconque jure autant que moi sur le champ. Il y avait cet objet triangulaire. Il était à l'endroit de cette brume. Il n'était pas sur des pieds ou je n'ai pas vu cela comme quelque chose le soutenant du tout. Ça n'avait tout simplement pas de sens. Le mouvement était plus lent. Cela a commencé à mi-chemin hors de la forêt. Il y avait quelque chose qui n'allait pas là-bas. Il y a comme des entités impliquées qui décrivent ressemblant aux figures du très célèbre livre de Whitley Strieber, Communion. C'est ça qu'il décrit, là, comme ces êtres. Mais pourquoi, je veux dire, supposons que ce soit vrai un instant. Je joue juste l'avocat du diable et pose les questions que je pense que tout le monde à la maison se poserait. Pourquoi Holt irait-il jusqu'à corroborer ce qui était clairement une sorte d'objet technologique intelligent, non humain et anormal se déplaçant à travers la forêt dans l'incident qu'il décrit? Pourquoi admettrait-il cela, puis participerait-il à une conspiration ou à une dissimulation pour cacher le fait qu'un engin est atterri avec des entités vues au sol? Eh bien, il l'est. Je ne peux pas répondre pourquoi il ferait ça, Ross, mais je sais qu'en faisant mes propres recherches, il y a quelque chose qui ne va pas ici avec tout ça. Quelque chose est manipulé et supprimé et qu'il en fasse partie ou non, je ne sais pas. Ça, je suppose qu'il l'est probablement, mais je pense que Larry devrait probablement répondre à cela parce qu'il sait. Oui, désolé, vas-y. Oui, alors Larry, je vais être un disciplinarian absolu ici et je vais me glisser sous mon bureau ici. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes des gens qui te critiquent et te traitent de fraude ou quoi que ce soit. Je veux une description détaillée en couleur de ce que tu as vu sur le terrain. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un compte rendu complet jusqu'à ce que vous disiez inclure des entités. Eh bien, j'ai vu un objet triangulaire d'environ 20 pieds de large. Il montait jusqu'à un sommet arrondi. Il avait une lumière ambrée rougeâtre au sommet. Elle continuait à se déformer et à changer. C'était blanc comme neige. Ça avait l'air un peu différent dans le film. Il y avait des parties de cela qui étaient... ça n'avait pas l'air gênant. Fait, vous ne saviez pas quoi penser et vous n'étiez pas dans le bon état d'esprit normal comme nous le sommes en ce moment. Et cet être, chose ou quoi que ce soit, je n'ai jamais dit extraterrestre, est sorti de la surface de cet objet. Et c'était comme une bulle, si représentée dans le film de Dion. La meilleure façon dont je peux le décrire, c'est juste une partie de tissu de cet engin s'est séparée du sol à environ 1 mètre du sol ou à 30 cm du sol. Je veux dire, ces choses à l'intérieur se sont estompées et il y avait 3 individus qui ressemblaient. En fait, c'est Pustinza qui a dit « Que font ces enfants ici? » Tout était juste bizarre et c'était mort. Et qui d'autre était là? Et pour les décrire, il y avait des grands yeux, mais ils étaient comme des fantômes, d'accord? Ça ressemblait à des fantômes. Ce n'était pas comme dans les rencontres de rapprochés où de petits extraterrestres viennent serrer la main de tout le monde puissant. C'était très surréaliste. Très surréaliste. Et cela s'est produit. D'accord, j'ai besoin de description. Alors, sont-ils des créatures humanoïdes? Quel genre de... Eh bien, ils ressemblaient à des fantômes. Imaginez Casper, le gentil fantôme, mais pas gentil. Les traits du visage pas vraiment définis à l'intérieur de ces lumières, et on ne voyait pas très bien les extrémités inférieures. Oui, il y avait 2 bras et ça descendait ils étaient sur les côtés de ces âtres choses non humains. Oui, avaient-ils des cheveux, des oreilles, des nez? Non, c'est la communion classique. Vous avez déjà vu le livre de Whitley Strieber, Communion, bien sûr, tout le monde a vu cette couverture. Ce visage, c'est ce que c'était. C'était l'un de ces extraterrestres ou non humains, parce que je n'ai pas dit extraterrestre. Il pourrait être... Alors, ils avaient de grands yeux noirs, c'est ça? Quoi? Ils avaient des yeux en forme d'amande, vous savez. C'est le genre classique qui entoure. C'était l'image la plus marquante du visage. Et à quelle distance êtes-vous au moment où vous voyez ces entités dans cet engin?
Eh bien, selon le sergent Pustinza, je suis plus proche qu'il ne l'était et j'étais trop pris. J'étais probablement à environ 15 pieds de là à ce moment-là. Oui, Y a-t-il du bruit? aucun bruit. Il y avait un vide là-bas, tout l'endroit. Il n'y avait pas de bruit sauf le son d'un chien qui aboyait au loin, probablement à la maison de ce fermier. Donc, si vous retournez au livre à succès britannique Left at East Gate, qui a été coécrit par mon mentor, Peter Robbins, qui a coécrit cela avec Larry Warren en 1997, la première édition a été publiée. Larry a parlé de cela, qu'il a vu un engin atterri. Il a vu ce qu'il appelle des figures, presque, vous savez, ces êtres éthérés de lumière qui ressemblaient un peu à l'extraterrestre de communion. Il ne pouvait pas voir leurs jambes, leurs C'était comme un fantôme, non? Oui, comme Casper. doigts ou quoi que ce soit. Oui, oui. Donc, je veux dire, ce témoignage qu'il présente existe depuis longtemps. Cependant, c'est une nouvelle pour moi maintenant, à travers ce nouveau documentaire auquel il est impliqué, appelé Capel Green, que c'était un événement entièrement différent. Non seulement cela, il a maintenant d'autres personnes qui viennent soutenir son histoire, ce qui, je pense, est en quelque sorte le grand développement dans ce cas quand il s'agit au témoignage de Larry Warren. C'est très important et je peux comprendre pourquoi Laurie est contrarié d'avoir été traité de fraudeur et de menteur par tant de personnes au fil des ans. Non, ça va. Et je veux juste arriver à la... Ouais. Je vais te dire pourquoi. Je vais me taire. Oui, non, je comprends. Mais je veux vraiment en venir au point de combien de personnes corroborent que Larry était là dans la forêt à Capel Green. Pardonnez-moi si je me trompe, mais est-il exact qu'Adrian Bustinza est témoin de la présence de Larry et Greg Bartram est témoin de la présence de Larry et Steve Longero est aussi un témoin. Donc nous avons 3 témoins distincts disant que Larry était dans la forêt cette nuit-là lors d'un incident où il y avait un engin. Oui, si tu me poses la question, Ross, donc Adrian Bustinza se tenait à côté de Larry pendant qu'ils ont été témoins de cet engin et de ces entités dans le champ de Capel Green. Et Steve Longero était là. Donc Steve a participé à une partie de l'enquête où le colonel Halt et son groupe examinaient ces empreintes au sol qui étaient délimitées et sectionnées. Et les compteurs Geiger ont été utilisés pour vérifier les arbres et ces empreintes. Donc, Steve a également été impliqué dans cela. D'accord, compris. D'accord. Donc la première nuit, prétendument, il y a 3 nuits. Est-ce les personnages principaux? Burroughs, Peniston, comment s'appelle l'autre gars qui a fait l'enregistrement? C'était le colonel Charles Halt. Il était le commandant adjoint de la base à l'époque, oui. C'est exact. Donc, essentiellement, là, l'idée principale est que ces 3 personnes sont principalement impliquées dans cet incident particulier à la forêt de Rendlesham, n'est-ce pas? Se déroulant sur 3 nuits. Et je suppose que Larry dit maintenant, enfin, il l'a dit à l'époque où ce livre a été écrit, mais plus de gens viennent maintenant corroborer son histoire, qu'il y avait un engin séparé, pas le même que celui que Peniston a vu et s'est approché et a vu les, vous savez, hiéroglyphes dessus et tout ça. Il dit que c'est un engin différent, énorme. C'était massif. Donc, différents engins. Tous parsent assez. Alors, quel est le... Alors, quel est le problème? Pourquoi, comme si j'écoute, n'est-ce pas? Je suis comme, d'accord, quel est le problème? Un nouveau gars se manifeste et il dit que quelque chose d'autre s'est passé. Quelle est la controverse autour de cette histoire? Alors, Larry, je suis confus parce que officiellement, c'est reconnu dans le mémo de Halt qu'il y a eu un incident où Halt est allé dans la forêt et c'était dans la soirée du 27 au 28 décembre 1980. Et cela a suivi une soirée précédente où Burroughs, Peniston et Cabensag étaient allés dans la forêt et je pense que Peniston et Burroughs avaient vu l'engin en forme de triangle dans la clairière. Et l'une des choses qui, je pense, est souvent utilisée pour attaquer votre crédibilité est celle de Steve. Et je suis sûr qu'elle sera utilisée pour essayer d'insinuer que vous mentez à nouveau dans ce récit. C'est que Peniston et Burroughs disent
qu'ils n'étaient pas avec vous dans la forêt le soir où ils ont vu l'objet dans la forêt. Que répondez-vous à cela? Je n'ai jamais prétendu avoir été avec eux la nuit où ils sont sortis. Et je n'étais même pas, mais mon navire n'était même pas encore remis en service. Je ne sais pas qui a inventé ces bêtises, mais là, maintenant, je suis enregistré depuis 43 ans, Ross, déjà, au-delà de ces gars. Parce que j'ai vu John Burroughs, qui était hors service la 3e nuit sur le site de rassemblement. Jim Penniston, je l'ai seulement vu le lendemain matin, souvenez-vous, à la table du petit déjeuner, nous disant de tous garder le silence. Donc, c'est la vérité. D'accord. Puis-je juste vérifier? Alors, donc... Oui, vas-y. L'incident dont vous parlez... Oui? S'agit-il d'une observation d'engin complètement distincte de l'incident que Penniston et Burroughs ont décrit qui a eu lieu dans la soirée du 26-27 décembre? Eh bien, les dates sont probablement incorrectes sur ce document. C'était un mémo de courtoisie que nous avons écrit pour le ministère de la Défense. Mais en réalité, seul Burroughs, seul Jim décrit avoir marché et touché quelque chose cette nuit-là. Je n'étais pas de service cette nuit-là. D'accord. Je n'ai jamais dit que j'étais avec eux du tout. Je connaissais ces deux gars. D'accord. D'accord. Donc, je suis vraiment content que ce soit clair. Donc, en gros, le soir où vous avez vu un engin dans la clairière de Capel Green. Correct. Et le soir où Steve t'a vu dans la clairière de Capel Green, c'est une soirée complètement différente de celle où John Penniston et, John Burroughs et Penniston ont vu l'engin. C'est un point très important. Donc, vous savez, en gros, l'affirmation ici est que Larry prétend avoir été le premier lanceur d'alerte à se manifester sur l'affaire Rendlesham. Et à son crédit, il a été le premier à sortir en public et à dire « Cet événement s'est produit en 1980. De nombreux militaires étaient impliqués. On nous a dit de garder le silence à ce sujet. » Oui, il a en fait été le premier à le faire. Cependant, ce qui est en question, c'est son implication directe dans cet incident. Beaucoup affirment qu'il n'était même pas présent lors de l'événement. Il y a beaucoup de gens qui ont remis en question son véritable papier de décharge en ce qui concerne le service dans l'armée. Vous parlez à Jim Penniston, John Burroughs, ils disent que Larry n'était jamais là cette nuit-là. Le colonel Charles Halt dit que Larry n'était jamais là non plus. Maintenant, je veux dire, pour défendre Larry, beaucoup de choses se passaient. Beaucoup de gens auraient vu cela. Ils peuvent simplement ne pas l'avoir vu. Cependant, je pense qu'une des grandes choses, Patrick, ici, est que vous devez garder à l'esprit la position de Larry Warren à l'époque. Il était un aviateur de la police de sécurité. Et le fait qu'ils disent qu'il a été placé directement à 6 mètres de cet engin ne correspond pas vraiment quand on regarde tout cela. Cela aurait été des personnes de rang bien supérieur à Larry Warren qui auraient eu une implication directe, comme des officiers tels que Penniston et John Burroughs. Donc, je veux dire, il y a aussi une certaine controverse à ce sujet. Mais qui suis-je, mec? Peut-être que la sécurité, peut-être qu'ils disent « Hé, vas-y, tu vas jusqu'à cet engin s'il y a des trucs radioactifs. Non, nous allons rester ici à l'arrière. » Oui. Mais la grande chose, je pense, avec ça, c'est que fil des années, Larry Warren il a été soumis à beaucoup de critiques à l'intérieur et à l'extérieur du domaine des ovnis. Beaucoup ont trouvé qu'il était moins qu'honnête en ce qui concerne cet événement ainsi que d'autres aspects de sa vie. Où, vous savez, pendant un certain temps, il vendait des souvenirs autographiés de personnes comme les Beatles et des célébrités comme ça. Et il a été découvert qu'il avait en fait forgé beaucoup de ses autographes et tout ça. Encore une fois, vous savez, je ne suis pas... Tout le monde fait des erreurs, que tout le monde a fait des choses dans sa vie qu'il regrette. Mais cela ne peut pas, vous savez, exister en dehors de ces informations très controversées qu'il a présentées sur ce qui est devenu l'un des cas d'OVNI les mieux documentés. Donc, je ne suis pas ici pour diffamer Larry Warren de quelque manière que ce soit, mais j'ai eu des confrontations personnelles avec cet individu. J'ai en fait une histoire vraiment étrange et unique sur la façon dont je me suis impliqué dans cette affaire, si vous voulez que je la partage.
bien sûr, absolument. Alors, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai passé plus d'une douzaine d'années à New York en tant que dramaturge. Tu sais, mes pièces ont été publiées dans le monde entier, produites dans le monde entier. Et j'ai trouvé cette opportunité unique quand j'ai rencontré Peter Robbins, encore une fois, le co-auteur du livre avec Larry Warren. Quand j'ai commencé à m'impliquer sérieusement dans la communauté de recherche sur les ovnis, je suis allé voir Larry Warren et Peter Robbins et je leur ai dit, j'ai adoré votre livre, c'était génial. Je veux écrire une pièce à ce sujet de vos deux perspectives. Et c'était parti, mec, j'avais leur bénédiction. J'interviewais Larry, j'interviewais Peter chaque mois. J'ai passé plus de 3 ans à travailler sur cette pièce. Et vous savez, jusqu'au moindre détail, comme quelle était la couleur du papier peint dans l'appartement quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois, comme quels étaient les sentiments que vous ressentiez quand cette histoire, tout ça, mec. Ouais. Et en faisant cela, j'apprenais de plus en plus sur chacun de ces individus, Peter Robbins et Larry Warren. Et Larry est une personne très charmante. Et il était comme, oh, ça va être génial, j'ai hâte. Et puis tout d'un coup, mec, ce message de lui disant, n'ose pas faire cette pièce. Et je ne dirai rien de plus, à part les preuves que j'ai sur mon téléphone de ce qu'il a dit. Mais essentiellement, cela m'a stoppé net et m'a inquiété pour ma propre sécurité. Et j'ai décidé de mettre la pièce de côté et de ne pas l'écrire. C'était aussi à ce moment-là, au même moment, que Peter Robbins et Larry Warren se sont disputés parce que Peter avait découvert beaucoup de choses sur leur collaboration et les informations présentées. Mais la liste sur quelle année c'était, au fait, Morel? Quelle année? Cela aurait été dans les... Oh mon Dieu. Je veux dire, le milieu des années 2000, quand tout cela s'est passé, et Peter et Larry a eu une dispute. Et ça ressemble à un feuilleton, mec. Mais à la fin de la journée, comme je suis dramaturge, le drame, c'est mon truc. Mais c'était trop même pour moi. Et je suis comme... Bien sûr. Peter est une personne intègre et est littéralement venu s'excuser d'avoir écrit ce livre avec ce type qui, selon lui, n'était en fait même pas là quand tout cela s'est passé. Et maintenant, vous avez cet individu qui passe dans des émissions comme News Nation et ce prochain documentaire, Cable Green, et qui fait presque évoluer son histoire. Alors, quoi de neuf dans le monde des ovnis? Vous avez un événement initial et ça ne fait que s'amplifier à partir de là. On le voit tout le temps et c'est tellement frustrant. Mais oui, Rendlesham est l'une des choses les plus désordonnées et les plus confuses qui existent. Mais Larry Warren ne facilite pas la tâche pour essayer de déchiffrer cela et essayer de trouver la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette forêt pendant ces 3 nuits. Ouais, Robbins, maintenant, genre, qu'en pense-t-il? S'est-il un peu éloigné des choses? Est-ce qu'il s'exprime encore? Genre, va-t-il sortir maintenant et dire quelque chose à propos de l'interview de News Nation? Ou est-il plutôt silencieux sur tout ça? Et j'ai parlé à Peter il y a peut-être 1 mois, et c'était l'une des premières fois qu'il s'ouvrait vraiment à propos de toute cette affaire. Et cela l'a affecté de manière dramatique, émotionnellement, psychologiquement. Je veux dire, il a passé des années et des années à écrire ce livre avec ce gars, à construire une confiance et une relation de travail ensemble, à défendre Larry pendant des dizaines d'années quand des gens comme le commandant adjoint de la base et John Burroughs et Peniston disaient « Le mec raconte n'importe quoi, sérieux, allez quoi ». Et cela a eu un impact sur Peter et sur ce qu'il pense de lui-même en tant que chercheur crédible sur les ovnis. C'est dur, mec, j'y suis passé. On m'a menti. J'ai été, vous savez, on m'a raconté des salades. Les gens ont tendance à fantasmer et c'est un domaine difficile dans lequel essayer d'être et essayer de rester, je suppose, du bon côté de l'histoire. Vous savez, vacillant sur le bord ici où il se dit, dans quoi me suis-je embarqué?
Et c'est nul. Mais vous savez quoi? À la fin de la journée, il a un peu laissé tomber et il a continué sa vie et il maintient tout ce qu'il a écrit dans le livre sur l'incident lui-même, la documentation. C'est l'implication de Larry qui semble tout compliqué. Maintenant, je veux faire intervenir Steve Longiero, ici. Steve, peux-tu me raconter ce que tu as vu dans la forêt cette nuit-là? Mais avant que vous ne le fassiez, je veux vous parler de votre rôle, parce que vous aviez un rôle ailleurs sur la base. Et beaucoup de gens ont souligné le fait qu'en tant que personne qui patrouillait la zone de stockage des armes, que faisiez-vous dans la forêt? Dites-moi quel était votre rôle à la base. Où étiez-vous? Pour commencer, je patrouillais dans la zone de stockage des armes et c'est là que j'ai vu l'engin. Il planait au-dessus de la zone de stockage des armes. Différentes lumières brillaient. Nous ne savons pas ce qui se passe. Toutes les alarmes se sont déclenchées dans la zone de stockage des armes. Donc, maintenant, nous sommes en alerte maximale. Rappelez-vous que c'est pendant la guerre froide. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe. Toutes ces alarmes ne se déclenchent jamais comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qui déclenche l'alarme? Mouvement, n'importe quel type de mouvement, n'importe quoi. Une sorte de pression, si eux, ils avaient l'habitude de les avoir là où ces choses étaient enterrées dans le sol, toutes sortes de pressions là-dessus, ou si quelqu'un marchait dans cette zone, comme à l'extérieur du périmètre, les alarmes se déclencheraient. Et puis je vérifiais, Steve, quand vous dites la zone de stockage des armes, la zone que vous sécurisiez contenait des armes thermonucléaires tactiques. Il y avait des armes là-dedans. Étaient-ce des armes nucléaires? Je ne peux pas dire cela parce que je n'ai jamais vu d'armes nucléaires là-dedans parce que c'est des structures renforcées. Mais je suppose qu'il y avait quelque chose à voir avec ça là-dedans. Y pensez-vous que la raison pour laquelle l'engin était au-dessus de la zone de stockage des armes est qu'il s'intéressait à ces armes nucléaires, Bafo? C'est possible. Très possible. C'est juste. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez vu l'engin? Était-il juste là ou était-il... J'ai entendu des récits selon lesquels il dirigeait une sorte de pistolet à faisceau. D'accord. C'était comme un projecteur géant. C'est ce qui était si étrange. C'est comme, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, c'était comme un projecteur géant qui explorait toute la zone. Et je me souviens avoir dit, quoi? Nous regardions tous, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce truc brille. Et puis il planait et ensuite il a disparu. Nous étions entourés par cette forêt, donc cette zone de stockage d'armes était en coupant à travers cette forêt. C'est pourquoi je me suis impliqué, parce que cette chose planait, puis elle est entrée dans la zone forestière. Nous l'avons regardée planer jusqu'à la cime des arbres et toutes les alarmes se sont déclenchées. Alors ils ont envoyé quelques-uns d'entre nous là-bas pour enquêter. Je faisais simplement partie de ceux qui sont allés là-bas. Qu'est-ce que Peter a exactement découvert à propos de je veux dire, peut-être qu'on ne peut pas tout aborder, mais qu'est-ce que Peter a exactement découvert qui l'a amené à croire, oh merde, ce type avec qui j'ai écrit le livre, Larry m'a menti tout ce temps. Qu'est-ce qu'il a découvert et pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Vous voyez ce que je veux dire? Comme pourquoi cela est-il apparu lorsqu'ils écrivaient le livre? Je ne peux certainement pas expliquer pourquoi cela a pris si longtemps pour que Peter le fasse. Je ne veux pas lui prêter des mots pour cela. Cependant, je sais qu'il y avait certaines choses qui concernaient d'autres personnes impliquées qui ont dit que, vous savez que non, que cela ne s'est pas produit. Il y avait des documents qui concernaient l'engagement de Larry et quand il était sur la base et des choses comme ça qui ont été remises en question.
Il y avait ces choses extérieures un peu tangentielles avec Larry qui falsifiait des choses et mentait sur des choses et s'insérait dans des photos dans lesquelles il n'était pas réellement. Comme à l'époque, mec, où tu découpais des choses, les collais sur une photo puis les passais à travers un Xerox. On ne parle pas de copier-coller 2025 ici. Cela demande beaucoup de travail et d'effort pour faire quelque chose comme ça. Et cela remet en question son caractère. Et qu'il y avait beaucoup d'autres circonstances atténuantes qui ont amené Peter à croire que Larry Warren n'était pas celui qu'il prétendait être et n'a pas expérimenté ce qu'il a expérimenté. Mais encore une fois, à la fin de la journée, je ne peux pas dire que Larry n'était pas là. Je ne peux que présenter ce que je sais à propos de tout cela. Et c'est, vous savez, travailler avec Peter Robbins depuis plus d'une décennie à ce stade, à la fois sur la pièce et dans mes propres recherches sur les ovnis. Donc, oui. Ouais. Tu as dit qu'il était ton mentor, n'est-ce pas? Oui. Donc, genre, j'ai regardé ce reportage de News Nation, tu vois, en entier, et clairement, je vais inclure des extraits dans cette vidéo. Et une chose que j'ai remarqué, c'est à quel point Larry est combatif dans l'interview et Ross doit le calmer plusieurs fois. En fait, Ross va jusqu'à dire « J'ai besoin que tu répondes à la putain de question. Je ne plaisante pas. » C'est littéralement ce que Ross lui dit. « J'ai besoin que tu répondes à la putain de question. » Comme mot pour mot, c'est la citation. J'étais comme, ah merde, Ross, oui, absolument. Ramène ce type à l'ordre parce qu'il a passé la moitié de l'interview à se plaindre que personne ne le croit et que tout ça, c'est n'importe quoi. Mais laissons ça de côté. Laissons de côté les personnalités et ce genre de choses. Apparemment, le réalisateur de ce, comment ça s'appelle? Capel Green, comment je l'appelle? Capel Green, je crois. Capel, désolé, d'accord, oui. Capel Green, qui est une région dans cette zone, n'est-ce pas Capel, ou peu importe. Donc, c'est la clairière où Larry Warren affirme que son événement a eu lieu, se séparer et événement avec des êtres et tout cela. Ouais. Donc oui, c'est un complètement différentes parties de la forêt de Rendlesham. Ce qui est un grand aspect de tout cela, c'est qu'il dit que des gens ont vu des choses depuis des points de vue qu'il est absolument impossible qu'ils aient pu avoir. Donc oui. D'accord. Et donc, ce réalisateur, vous savez, je regarde cette interview et ce réalisateur dit « Je travaille avec Larry depuis 8 ans et je crois absolument qu'il dit la vérité. » Vous croyez évidemment fermement que Larry et Steve disent la vérité sur ce qu'ils ont vu? Oh, 100%. Non, aucun doute. J'ai passé 8 ans avec Larry et j'ai vu ce qu'il a dû traverser. Et vous savez, la façon dont il est traité est vraiment dégoûtante du point de vue des droits de l'homme. Si nous regardons cela seul, c'est complètement faux, la façon dont il est traité. Il était le lanceur d'alerte dans cette affaire pour se manifester et essayer de parler au monde de ces incidents et ensuite être traité comme ça. C'est en partie la raison pour laquelle je me suis impliqué aussi. Vous savez, Larry affirme qu'il a passé une sorte de test de détecteur de mensonges sophistiqué que personne d'autre n'a passé. Mais en fait, non seulement ils ne l'ont pas passé, mais il dit qu'on leur a proposé et qu'ils ont refusé, n'est-ce pas? Qu'ils ont dit « Oui, je ne le ferai pas ». Donc, c'est même différent de ne pas avoir été proposé du tout, n'est-ce pas? Donc là, il dit qu'il refuse d'essayer de prouver. Il dit qu'il est la source la plus fiable de tout le monde. Puis-je dire une chose, Ross? Je sais que tu fais une émission. Puis-je avoir une chose ici pour mon... Tu sais, parce que que Dieu vous bénisse, monsieur. Je ne sais pas. C'est difficile d'avoir ça en tête après 45 ans de ce truc. Mais si je peux juste dire, et je ne veux pas dévoiler le film excitant, Dion, mais je vais le faire. Il y a beaucoup dans ce film. C'est une chose humaine, mais c'est... Ah, je suis le seul et le gars en dessous de ma petite tête, le Steve, est un frère. Nous avons suivi la formation. C'est un type bien, c'est un ancien des forces de l'ordre. Il y a plus de crédibilité que quelques noms que vous avez déjà mentionnés. Et sans vouloir vous offenser, mais vous regardez le gars ici et peut-être que cela devait arriver. Pour que ce film avance, j'ai passé et réussi un polygraphe de premier ordre et je reste la seule personne dans les gars en dessous de moi n'ont pas besoin d'en faire un. Mais je pense que Peniston, Burroughs, Helt, certains chercheurs là-bas ont des agendas et tout, doivent en passer un. On leur a proposé et ils ont refusé. Donc, et j'ai réussi 6 BSA. Donc, soit je suis un agent de la CIA et ont payé des gens pour dire qu'ils étaient avec moi. C'est tellement fou, ce sujet. Et merci. Ouais. Mais vous savez, c'est intéressant. Ouais, tout comme ce réalisateur mettrait tout derrière ce gars, n'est-ce pas?
pendant 8 ans. Et puis, ils amènent cet autre témoin qui était prétendument avec eux, qui est nouveau, n'est-ce pas? Ce gars, Steve, et il corrobore en quelque sorte ses preuves. C'est là que je me perds, cependant, parce que d'après ce que je comprends, Peniston, Burroughs et Cabensag ont eu leur incident avec l'engin dans la forêt dans la soirée du 26 au 27. D'accord. C'est une soirée plus tôt. Et il n'y a pas de récit qu'ils donnent. Ils contestent en fait l'affirmation selon laquelle ils étaient dans la forêt pour voir l'engin à une occasion ultérieure. Que se passe-t-il ici? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je veux dire, selon votre version... Je parle de la chronologie des événements, donc ça devrait. Oui, j'essaie d'obtenir une chronologie claire parce qu'il y a une incohérence ici. Vous avez Peniston, John Burroughs et Cabensag qui témoignent qu'ils sont allés dans la forêt et ont vu l'engin, y compris le récit que Peniston donne de l'engin, assis dans la clairière avec les hiéroglyphes sur le côté. Et c'était dans la soirée du 26 au 27 décembre 1980. Selon votre récit, il y a une deuxième observation d'un engin dans la forêt. D'accord. Ce n'est pas du 26 au 27. Êtes-vous sûr qu'au moment où cet objet est vu au-dessus de votre zone de stockage d'armes, l'incident précédent avec Peniston et Burroughs a déjà eu lieu? Mon souvenir est que c'est exact. C'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé là-bas. Mais j'y étais une deuxième fois quand le colonel Holt était là-bas. Et c'est à ce moment-là que Larry était là-bas. Quand je pourrais te dire que Colt était là, comme je me souviens des relevés de radiation. Non, d'accord. Mais juste pour que vous disiez que vous étiez là une deuxième fois. Ouais. Quelle avait été la première fois que vous avez été déployé dans la forêt en réponse à quelque chose dans lequel Peniston, Burroughs et Cabensag étaient impliqués? Était-ce dans la soirée du 26 au 27? Vous souvenez-vous avec des détails quand c'était? Tu sais quoi? Je ne peux pas te dire la date exacte. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais là-bas quand ils étaient là-bas à cause de toutes ces alarmes qui se déclenchaient dans la zone de stockage des armes. D'accord, parce que je veux dire, je n'essaye pas de vous piéger. Je ne cherche pas à jouer à des jeux avec vous, mais c'est juste que des gens ont souligné toutes ces incohérences. Parce que Peniston et Burroughs vous ont, je pense, traité de menteurs, parce qu'ils disent... Vrai. Oui, n'est-ce pas? C'est vrai. Ce que je comprends, c'est qu'ils contestent l'affirmation selon laquelle Larry était dans la forêt avec eux. D'accord. Reculons un peu. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse déclaration parce que Peniston m'a dit en face. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Peniston et Burroughs, ils m'ont appelé plusieurs fois ces dernières années, mais laissez-moi revenir en arrière. Cette nuit-là, Peniston m'a dit, ainsi qu'à d'autres, après tout cet incident, de fermer nos bouches. Ne dites rien. C'est bien. Je crois que c'est bien documenté qu'il a fait ça. Ça pourrait même être dans son livre. Je ne sais pas. Mais ils ont essayé de m'appeler plusieurs fois après cet incident ou dans les années passées et ont essayé de me dire ce que je devrais dire et j'ai refusé. Et c'est pourquoi je ne parle pas à ces gars-là. Ah, je ne sais pas. Oui, est-ce que tu fais, qu'en pensez-vous? Comme quoi, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ou qu'est-ce qu'ils voient? Ou ce que je veux dire, c'est aussi confus que l'enfer. C'est déroutant comme... Et en utilisant l'interview, tout le monde est confus. Et puis tu lis les commentaires sur le truc de News Nation. Pas un seul commentaire n'est comme « Maintenant, tout a du sens ». Chaque commentaire est « Je suis plus confus maintenant que jamais ». C'est presque comme dire que le Tic-Tac était une technologie de Lockheed Martin, n'est-ce pas? Désolé, je devais le faire. Je devais le glisser là-dedans. Donc pour moi, je ne veux rien enlever à Steve Longaro, cet autre témoin qui corrobore maintenant l'histoire de Larry. Cependant, je vais orienter les gens vers à lettre ouverte que Peter Robbins a publié sur son site web. Je serais plus qu'heureux de fournir un lien pour cela, où Peter a parlé à Steve Longaro et a dit à Peter « Je ne veux absolument rien avoir à faire avec cette affaire et je ne veux absolument rien avoir à faire avec Larry Warren.
Donc, je veux savoir d'où vient ce revirement où maintenant il corrobore l'histoire de Larry. Dire que Larry n'était pas là est une déclaration totalement fausse parce que je me souviens, j'en fais un peu une blague parce que nous étions juste des petits soldats. Nous étions de nouveaux aviateurs et on nous a dit d'aller chercher ces projecteurs et je me souviens qu'il était là en train de le faire. Et je n'ai jamais dit que j'avais touché des engins ou quoi que ce soit. Je vous dis juste ce dont je me souviens. D'accord, monsieur. Mais laissons-nous juste rapidement. Alors, quand vous êtes allé à la clairière dans la forêt où vous avez vu Oui. les arbres qui avaient été brûlés et l'écorce brûlée et le point d'atterrissage triangulaire, c'est un endroit distinct de Capel Green. C'est quelque part dans la forêt. Est-ce correct? Je pense que oui. D'accord. Et comment êtes-vous passé de cette clairière à Capel Green? Nous avons marché à travers. Je veux dire, c'est tout ce dont je me souviens. Tu sais, je me souviens d'avoir marché et de l'avoir vu de loin, et c'est tout ce dont je me souviens. Quant au le cinéaste, et vous savez, Peter a passé plus de 8 ans à travailler avec Larry Warren sur un livre à ce sujet, et c'est là où nous en sommes. Donc, si quelque chose je veux juste, vous savez, dire au réalisateur, fais attention, mec. Encore. Je ne suis pas là pour dire que Larry Warren est la pire personne qui soit. Là. Je veux juste, faites attention à qui vous parlez et en qui vous investissez toute votre confiance dans ce genre de situation. Fait qu'à la fin de la journée, mec, on veut tous des réponses sur ce qui s'est passé dans la forêt de Rendlesham. Cependant, je pense que cette interview avec Ross Coulthart et Larry Warren n'a fait que soulever plus de questions et elle n'a pas montré le principal protagoniste sous son meilleur jour, à mon avis personnel. Donc... Oui, non. Bien dit. Oui, non, bien dit, mec. C'est un bon point à propos de, tu sais, que Peter a travaillé avec Larry pendant plus de 8 ans, n'est-ce pas? Et encore plus tard, ils ont trouvé un moyen, n'est-ce pas? Et certaines personnes sont douées pour vous manipuler pendant longtemps. Je veux dire, Neo, qui ne connaît pas quelqu'un dans sa famille ou un ami ou quelqu'un qui a été manipulé par quelqu'un pendant des décennies? Alors, d'accord. Non, c'est un point juste. Donc, d'accord. Juste pour la chronologie, ce qui peut être confirmé, c'est que Larry est techniquement la première personne à sortir et à dire quelque chose publiquement à propos de la forêt de Rendlesham. Correct. Si vous allez voir, il y avait en fait un livre écrit auparavant qui s'appelait You Can Tell the People. Je crois que c'était Jenny Randles, je crois que c'était l'auteur de cela, je pourrais me tromper là-dessus. Et il y avait un témoin anonyme dans ce livre. C'était en fait Larry Warren. Maintenant, tu sais, il se manifesterait plus tard et donnerait en fait son vrai nom et travaillerait avec Peter. Mais oui, Larry allait raconter aux gens ce qui s'était passé et la rumeur a commencé à se répandre. Et cela a conduit initialement à une demande FOIA pour libérer cette bande audio, ce HALT, cassettes audio et mémos HALT qui ont été publiés, sur lesquels Nick Pope a fait beaucoup de recherches et d'investigations. Et si vous écoutez cette cassette, mec, la cassette HALT, c'est extrêmement troublant. Vous entendez en temps réel ce qui s'est passé dans la forêt cette nuit-là. Ouais. Ce que vous n'entendez pas? Et la voix de Larry Warren nulle part. Mais encore. Et c'est juste mon... Ce que Steve enquêtait avec le colonel Halt concernait la nuit précédente, lorsque l'incident avec Jim Peniston s'était produit et que cet engin avait atterri. C'était une enquête à ce sujet. Ce que Steve faisait là-bas n'avait en fait rien à voir avec l'incident de Capel Green. Tout cela se passait la même nuit, mais Steve était avec un groupe de personnes différents. Oui, mais ce que Steve vient de me dire, c'est qu'il a regardé de loin ce qui se passait au Capel Green et il a vu une sorte d'objet. Eh bien, il aurait été dans la forêt. Et l'endroit où ils enquêtaient, cet engin triangulaire atterri, était dans un lieu géographique très différent. Et c'est précisément pourquoi je pose cette question, parce que, d'accord, je veux dire, je suis allé dans la forêt de Rendlesham et je sais où les formes triangulaires dans le sol, où les formes à 3 pieds dans le sol ont été trouvées.
Est-ce que c'est là où se trouve la sculpture? As-tu été là où se trouve la sculpture? Parce que c'est dans le... C'était mauvais endroit. D'accord. Oui, non, ce n'est pas ça. Donc, ce que vous reconnaissez cependant, c'est que il y a un endroit où Charles Alt a mené une enquête sur un atterrissage la nuit précédente et maintenant il y a cet autre récit d'un prétendu atterrissage à Capel Green. Et Steve décrit avoir vu quelque chose à Capel Green et j'essayais juste de comprendre pourquoi il est passé de la forêt à Capel Green. Avez-vous une explication pour cela? Puis-je peut-être juste compléter cela? Comme tu le sais, Ross, étant là-bas, et Steve, où tu étais avec Charlie et ses amis, ils enquêtent, je crois, sur quelque chose qui a atterri plus tôt cette nuit-là. Rien à voir avec Penniston la nuit précédente. Mais à travers ces pins corses, on peut clairement voir l'activité qui se déroulait à Capel Green à une assez bonne allure. Et je pense que Steve n'y est pas allé depuis 45 ans. Donc j'y suis assez souvent, comme un idiot. Je ne sais pas pourquoi je retourne dans cet endroit maudit. Mais on ne peut jamais le quitter, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas pour quelqu'un, mais c'est pourquoi il verrait des choses se passer. Mais il n'était pas dans le champ et il n'a jamais dit qu'il y était avec nous. Mais il était là-bas la même nuit parce que nous étions ensemble à l'étape dans les zones de déchargement. Donc, nous mentons tous. Donc Steve, d'accord, non, c'est bon. Alors Steve, quand vous dites que vous avez vu une sorte de lueur sur Capel Green, regardiez-vous à travers la forêt ou étiez-vous réellement sur Capel Green? Non, je devais être dans la forêt, mais en regardant à travers, parce que tu sais, je me souviens juste d'avoir vu cette lueur dans le champ. D'accord. Alors Penniston, Alt, Brooks, tout le monde est sorti après Larry. Correct. Oui, donc publiquement, n'est-ce pas? Mais quand j'ai parlé à Nick Pope, il a étudié ce cas, vous savez, dans les années 90, au début des années 90, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a parlé de lui. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il croyait vraiment en ce cas. Et Nick Pope n'est-il pas sorti contre Larry aussi, un peu comme s'il soutenait Peter Robbins, n'est-ce pas? Il l'a un peu soutenu et a dit, vous savez, et Nick était littéralement au bureau pour étudier ce cas. N'aurait-il pas vu le nom de Larry et les noms d'autres personnes, n'est-ce pas? Comme dont... Il y a aussi une autre théorie vraiment bizarre à ce sujet, mec, que Larry était en fait le proxy pour quelqu'un d'autre qui était là cette nuit-là et a assumé leur histoire parce que cette personne n'a jamais voulu se manifester. Encore une fois, c'est réel. Info alors. Comme une falsification, ce n'est pas la vraie signature. Il imite la signature. Et cela correspondrait à son profil de caractère que vous avez un peu décrit, ce qui est très intéressant. Oui, wow. Tu sais, et je ne peux pas prouver ça ou quoi que ce soit, mais c'est là dehors. Dans les terres, oui. Non, je veux dire, écoute, c'est à Larry de fournir des preuves et des justifications pour ce qu'il dit, ses affirmations. Ce n'est pas à nous de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui sors et dis ces choses, tu dois faire cela et tout ça. Ils ont sorti ce film, les gens donneront leur avis. Et une chose dont je suis certain, après avoir tout entendu et revu tout cela, c'est que je suis plus confus que jamais avec cet aspect de l'histoire. Pas avec l'autre aspect, vous savez, le genre de Penniston et tout ça. Comme ça semble assez, vous savez. Mais Larry introduit tout ça parce que pendant que Ross lui parle, il essaie vraiment de clarifier toute l'interview. Attendez une seconde, donc laissez-moi être clair. Il doit dire plusieurs fois, c'est un incident différent du premier, n'est-ce pas? Comme vous dites, la première nuit, cela s'est passé, la deuxième nuit, ceci, la troisième nuit. Donc, vous êtes à la troisième nuit, vous n'avez pas vu. Ah, tu as vu ça, gars? Tu n'as pas vu? Attends. Tu les as vus au petit déjeuner et tout, et tu ne sais pas ce que tu as vu, tu sais ceci, cela. Il n'y avait pas de vraie réponse donnée. Comme il n'y a pas de vrai, il y a même eu un moment où Steve, et je ne cherche pas à attaquer ces gars comme toi, tu sais, juste poser des questions. Mais tu sais, Ross pose des questions à Steve et il ne peut même pas y répondre. Il demande à Larry, qu'est-ce que c'est, Larry? Comme il vient de te demander où l'incident a eu lieu. Tu ne peux pas dire comme... Larry, quoi? Comme... Je suis désolé. Il y avait certainement beaucoup de signaux d'alarme. Si vous allez faire venir quelqu'un pour corroborer votre histoire, la dernière chose que je veux entendre, c'est que vous leur donniez des informations.
au moment de dire « mec ». Encore une fois, ces signaux d'alarme ne cessent d'apparaître et ces petites choses dont une personne commence à parler sont destinées à vous embrouiller. C'est fait pour brouiller les pistes parce que, vous savez, la main gauche fait ceci pendant que la main droite fait cela. Et encore une fois, mon expérience personnelle avec Larry et des gens comme Larry est juste soyez prudents. Soyez juste prudents. Fais juste attention. Et non, c'est un bon conseil, mec. Tu sais, je ne veux pas... ce sera la dernière chose que je mentionne ici. On va terminer ici, mais j'ai oublié de poser la question de suivi. Après la pièce, tu as dit que tu écrivais sur cet incident, ce qui, soit dit en passant, était une idée tellement cool, était tellement talentueux, mec. Et c'est vraiment cool ce que tu as fait. Je déteste que tu aies dû fournir tant d'efforts pour qu'à la dernière seconde, quelque chose soit retiré. Bon, là, j'avais fait des projets créatifs comme ça et cela peut être un vrai coup dur. Mais c'est donc, il t'envoie un message qui t'a juste effrayé, comme tu étais vraiment inquiet pour ta sécurité. Ta sécurité physique. Wow. Ouais. Tu sais, là, c'était suffisant pour moi de le mettre de côté et peut-être que je le revisiterai un jour. Et peut-être, avec tout ça, ce serait en fait une pièce beaucoup plus dramatique maintenant. Alors, qui sait, peut-être que je devrais vraiment regarder ce que sera le deuxième acte de la pièce et revoir tout ça. On verra. Ah, c'est drôle, hein? Je veux dire, Sim, le drame, c'est scène, pas dans la vraie vie, Elisabeth. Ça comme, hein? Non, mec, genre, je suis tellement ennuyeux en dehors du podcast et de l'écriture de mes pièces, crois-moi. Alors, je n'en ai pas besoin dans la vie réelle. Oui, non, je comprends. Aucun de nous ne le fait. Merci encore, Ryan. Cela a vraiment clarifié beaucoup de choses, pour être honnête avec toi. Et je pense que beaucoup de gens vont être contents que tu aies pu combler certaines lacunes ici, pour être honnête avec toi. Encore une fois, c'est toujours à eux de prouver leur histoire. Et vous savez, nous allons en rester là. Alors, y a-t-il autre chose que je n'ai pas mentionné, que vous savez, que vous vouliez dire avant que nous partions ici? Je ne veux pas. Oh non, je veux dire, j'ai hâte de voir le documentaire et de voir les preuves présentées. Si Larry a réussi un test de détecteur de mensonges, super, c'est super. Mais essayons 3 autres tests. Vous savez, ces choses peuvent parfois être un coup de chance. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour dire que ce gars n'était pas là. Mais pour moi, personnellement, je suis encore indécis et je pense que nous devrions l'être. Et je pense, encore une fois, oui, procéder avec prudence, comme on dit. Eh bien dit. Ouais, mec, si tu peux m'envoyer le lien de cette lettre. Ouais. Steve t'a dit qu'il a écrit. Je veux pouvoir mettre ça dans la description pour que les gens puissent vérifier parce que je pense que c'est absolument un point important à considérer. Donc, d'accord. Merci beaucoup, mec. Tu gères. Merci, Patrick. Toujours un plaisir. Bon, Batters, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Lien dans la description. N'oubliez pas de regarder le live stream de Ryan, bien sûr. Et comme toujours, souvenez-vous que chaque jour est un cadeau. Paix.